Bonjour et bienvenue à cette dernière capsule sur le plan d'affaires. Pendant cette capsule, nous allons discuter du plan d'affaires, alors des composantes à inclure dans votre plan d'affaires. Et ensuite, on va parler des mauvais côtés de l'outil pour voir si c'est un outil vraiment nécessaire. Et alors, pour faire ça, on va discuter d'un concept qui s'appelle l'effectuation et aussi d'un concept qui s'appelle la stratégie émergente. Alors, on commence avec le plan d'affaires. Alors, un plan d'affaires, c'est quoi d'abord? Tout d'abord, au-delà d'un outil en papier avec plusieurs sections, c'est un processus de réflexion qui peut être quand même long pour ceux qui l'ont déjà fait. C'est un test pour votre projet d'affaires, pour votre projet, votre organisation. C'est un test pour valider certains angles que vous n'auriez pas nécessairement pensé si vous si vous ne prenez pas le temps de réfléchir sur toutes les sections de votre plan. Alors, avoir un plan avec les différentes sections permet de réfléchir à tous les petits angles que peut-être vous n'avez pas eu la chance de vous pencher. Et ça permet de tester sa validité, la solidité et certains risques et certaines faiblesses pour pouvoir les contrer avant qu'elles arrivent. C'est aussi un outil pour obtenir du financement parce que souvent, on ne peut pas obtenir du financement si on n'a pas un plan d'affaires. Alors, aussi, au début de votre projet d'organisation, ça peut être un outil pour vous diriger, OK? Alors, étape par étape, ça peut vous servir de plan stratégique au départ, puis ça peut être un bon outil de gestion après le démarrage de l'organisation. Alors, qu'est-ce qui constitue un bon plan d'affaires? Premièrement, il faut que ça soit convaincant. Je sais que on parle beaucoup de vendre notre projet, mais souvent, nous, on est très convaincus du projet, mais comment le formuler de façon adéquate, avec des mots adéquats pour le bon public, c'est très important. OK? Alors, apprendre à choisir les mots pour le rendre attrayant et inspirant pour différents publics cibles, c'est vraiment une compétence à développer. Il faut être court et concis. Ça, c'est aussi une autre compétence à adopter. C'est plus dur d'écrire un plan d'affaires qui est court et qui est pertinent que d'écrire un plan d'affaires qui est long, parce qu'on peut inclure beaucoup de choses, ça peut être très long, mais de choisir ce qui est vraiment pertinent, important et cohérent, c'est une compétence à part. Aussi, il faut que votre plan d'affaires soit adapté au lecteur. Si vous faites un plan d'affaires pour des partenaires potentiels, une fondation qui pourrait subventionner une portion d'un projet, ou si vous le faites pour une banque, ça n'aura pas nécessairement le même look ou le même, ça ne va pas nécessairement avoir les mêmes composantes ou être structuré exactement de la même façon parce que ces personnes-là n'ont pas la même façon d'évaluer, ils n'ont pas les mêmes critères d'évaluation. Alors, essayez de penser, comme on a vu dans la capsule de communication, c'est quoi que votre public cible connaît à propos de votre projet, à propos du sujet, c'est quoi leur degré de sensibilité, côté émotionnel, mais aussi au côté intellectuel. Est-ce qu'ils ont une curiosité par rapport à ce sujet-là? Et pour adapter le contenu à leur type de communication, puis à leur sensibilité, puis à leur connaissance. Alors, idéalement, il est élaboré par l'entrepreneur. Alors, vous ne faites pas élaborer ça par quelqu'un d'autre. C'est vous, parce que vous avez la connaissance du sujet, vous êtes l'inspiration du projet. Il faut que ce soit un plan d'affaires qui soit assez souple parce que vous imaginez, les choses changent constamment, les lois changent, les personnes changent, la communauté change. Alors, il faut que vous soyez capable de le faire évoluer de façon assez flexible. Puis, il faut que vous soyez assez honnête avec les faiblesses qui appartiennent à votre projet parce que les autres personnes qui vont le lire, ils vont les voir et ils vont vous questionner.
Alors, c'est mieux de les mettre de l'avant et de déjà savoir comment vous allez les contrer. Alors, certains lecteurs qui pourraient lire votre plan d'affaires, les bailleurs de fonds, c'est les premiers, des partenaires éventuels ou des membres éventuels. Alors, par exemple, pour une coopérative de producteurs, ça pourrait être des membres éventuels qui seraient intéressés à lire votre plan d'affaires. Les clients ou les bénéficiaires, parce que certains plans d'affaires sont mis publics, ou des fournisseurs potentiels, parce que certains fournisseurs veulent en connaître plus avant de faire des dons importants ou des investissements importants dans votre organisation. Un lecteur important à ne pas négliger, c'est vous, parce que ce processus-là, au-delà d'être un document, c'est un processus d'apprentissage pour vous, OK, sur les forces et faiblesses de votre organisation. Alors ça, c'est les sections à comprendre dans votre plan d'affaires. C'est un sommaire exécutif. Premièrement, un sommaire, ça veut dire si la personne ne lit seulement que le sommaire, il va avoir une idée, le lecteur va avoir une idée de ce que ça comprend, okay, des grands enjeux, du financement requis, de votre mission, de comment vous voulez l'accomplir. Alors, un sommaire exécutif, le projet, un sommaire de votre projet d'organisation. Okay, alors, l'action collective comme telle, c'est quoi et comment ça va prendre forme. Les promoteurs, alors c'est qui les personnes qui tournent autour du projet? Alors ça, c'est les gens, okay, alors les personnes. Après ça, un échéancier sur alors comment vous voyez les choses évoluer dans le temps. L'analyse du secteur, okay, alors c'est quoi le secteur dans lequel vous opérez? Le plan marketing, le plan des opérations et des ressources humaines. Vous pouvez l'appeler autrement, les ressources humaines, si vous voulez dire le capital humain, par exemple. Et le plan financier. OK? Alors, ensuite, vous pouvez mettre des annexes. Des annexes pour des choses que vous pensez importantes, mais qui pourraient couper la fluidité de votre document. Alors, dans le sommaire exécutif, idéalement sur une page, dans le sommaire exécutif, l'objectif, c'est que la personne va lire ça, puis elle va vouloir lire le reste du document. OK? Idéalement, c'est ça. Alors, mettez pas trop d'informations parce que vous voulez qu'elle lise le document, mais mettez de l'information qui va rendre la personne curieuse d'aller lire les prochaines sections. Puis, quand c'est des bailleurs de fonds qui vont lire le document, habituellement, une des premières sections qu'ils vont lire, c'est sûr que c'est les finances, bien entendu, mais après ça, ça va être vraiment les opérations, okay, les ressources nécessaires pour vos projets. OK? Alors, des fois, ils ne vont pas y aller du début à la fin, ils vont y aller par section. OK? Alors, mais ça, c'est votre chance de les convaincre d'aller fouiller dans votre plan d'affaires. Alors, vous allez inscrire votre mission et votre impact social recherché, la structure adoptée. OK, alors est-ce que vous êtes une coopérative? OK, est-ce que vous êtes une OBNL? Puis, est-ce que c'est une organisation qui a une certaine maturité, puis qui veut se renouveler, ou c'est une nouvelle organisation qui prend forme? Parce que c'est sûr que les attentes ne seront pas les mêmes. Ensuite, aussi, vous voulez inclure quel est le projet d'action collective? OK? Comment vous allez vous y prendre pour atteindre votre mission? OK? Avec quelles activités? Quels sont les grands axes de développement pour votre organisation? C'est quoi les objectifs? C'est quoi les mesures? OK? Pourquoi votre projet est unique? Comment il se distingue des autres projets qui existent? Et pourquoi ça mérite une lecture attentive? Puis, attendez pas trop dans le sommaire exécutif pour dire, vous n'êtes pas obligé de dire mon projet mérite une lecture attentive parce que, mais essayez d'avoir un impact pour dire pourquoi votre projet mériterait leur attention. En 3 ou 4 phrases après ça, vous résumez le plan de communication, les opérations, la façon dont vous planifiez vos finances, de financer vos activités et essayez de distinguer les coûts de démarrage des coûts d'exploitation parce que c'est deux choses distinctes.
Puis ensuite, vous expliquez la vision à long terme et l'évolution de l'offre. Alors, si par exemple, aujourd'hui, vous planifiez le développement d'un axe, mais que dans les 2-3 prochaines années, vous voulez 2 ou 3 autres projets, c'est ici que vous voulez parler de ça, puis l'impact social à long terme. Alors, la première section officielle, c'est là où vous parlez de votre projet. Alors, vraiment, si vous pouvez aller un petit peu plus en détail, alors, sur la mission de l'entreprise, l'impact recherché. Alors, essayez de créer une image dans la tête du lecteur. Des fois, on peut utiliser une statistique qui illustre bien le phénomène pour que la personne l'ait bien en tête, ou bien raconter une histoire, ou aller par l'historique de l'organisation. Okay, on peut parler de l'historique, ou on peut raconter une histoire qui va bien illustrer le phénomène. Vous parlez de l'offre, du produit, du service que vous offrez, l'évolution de l'offre dans le temps, ce que vous comptez faire si, par exemple, vous pensez que oui, pendant 1 an ou 2, on peut juste faire ça, mais on espère que d'ici 10 ans, on va être rendu beaucoup plus loin, mais c'est ici que vous pouvez en parler. Puis la forme juridique que vous avez choisie pour atteindre votre mission. Là, ici, dans le coin, vous voyez, je vous ai mis des ressources pour enregistrer votre entreprise. Alors, pour la forme juridique, ensuite, vous allez parler des personnes qui sont alentour de l'organisation et de l'action collective, alors de l'équipe de démarrage, alors avec ses compétences, son expertise, sa complémentarité, la complémentarité des personnes de l'équipe et aussi de l'entourage plus large. Alors, c'est qui les membres potentiels et les membres actuels? Est-ce que vous avez des mentors? Ça, c'est vraiment important. Des mentors ou des organisations mentors ou des conseillers. Est-ce que vous avez déjà un conseil d'administration? Si oui, alors de le mentionner, les membres, ou un comité aviseur. Est-ce que vous avez un comptable, des conseillers, avocats, des professionnels? Aussi, la répartition des membres au départ, comment ça se fait? C'est quoi les conditions d'adhésion, la cotisation? Comment ça va se faire pour votre organisation? L'autre section qui suit, c'est l'échéancier. Donc, vous allez mettre un échéancier en place, pré-démarrage, les étapes du pré-démarrage. Peut-être que ça, c'est déjà fait. Alors, tant mieux, c'est déjà accompli. Après le post-démarrage et à court terme, dans la première année, les activités que vous comptez accomplir, à moyen terme, 2-3 ans et à long terme, 3 à 5 ans. Ensuite vient l'analyse du secteur. Ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé beaucoup pendant le cours. C'est l'analyse de l'environnement. Alors, l'analyse globale, par exemple, une analyse PESTEL avec, pourrait très bien faire avec une analyse des besoins de la clientèle. Alors, c'est qui notre clientèle? Hein? On s'est penché sur la question dans la capsule marketing et communication. C'est qui notre clientèle? Qu'est-ce qu'elle a besoin? Elle est située où? OK? Comment on peut l'atteindre? Comment on peut communiquer avec ces personnes-là de façon la plus efficace? C'est comment ils prennent leurs décisions. OK? Alors, vous pouvez poser les questions du côté émotionnel de cette clientèle-là, géographique, démographique. OK? Puis comment ils prennent leurs décisions. Après ça, l'analyse de la concurrence. Est-ce que des organisations concurrentes au niveau des bénéficiaires, mais aussi au niveau des bailleurs de fonds? OK? Est-ce qu'il y a des entreprises ou des organisations concurrentes? Puis, vous pouvez faire une analyse des 6 forces pour voir si, justement, il y a des organisations autour de vous qui peuvent créer soit par une dépendance accrue sur ces organisations-là ou par des pressions politiques, créer des menaces potentielles ou possiblement créer des opportunités.
Ensuite vient la stratégie de communication. Alors, pour la stratégie de communication, c'est sûr que vous devez avoir ciblé les différents groupes, comme on a vu en communication. Alors, les groupes avec lesquels vous allez devoir communiquer. Puis pour chacun de ces groupes, vous allez identifier les objectifs, la stratégie de communication pour ces groupes avec les objectifs ciblés pour chaque groupe. Alors, des SMART objectives avec les moyens, quels moyens on va utiliser pour atteindre ces groupes selon leur emplacement géographique, leur façon de prendre leurs décisions et quel budget on aura besoin pour atteindre ces groupes. On peut inclure la localisation si c'est pertinent parce que peut-être, comme avec la maison d'entraide, être localisé vraiment proche de notre clientèle, c'est quelque chose de crucial. OK. Stratégie de prix, si c'est pertinent. Encore là, par exemple, comme avec la maison d'entraide, la stratégie de prix était pertinente dans la mesure où il recherchait la gratuité presque à tout prix. Alors, c'était plutôt une stratégie de prix vraiment pour des dons. OK. Alors, c'est vraiment par choix. OK. Et le plan de communication et les outils personnalisés par audience cible. OK. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour chacune des audiences? Ensuite, vient le plan d'opération parce que si on indique qu'on va desservir certaines clientèles, il faut savoir comment on va la desservir, puis quels seront nos besoins opérationnels et avec les personnes pour desservir cette clientèle. Alors, vous allez inclure, par exemple, ce que vous avez besoin en termes de gestion de projet ou gestion des opérations. Alors, vous allez dire ce que vous avez besoin en termes d'emménagement ou d'emplacement. Alors, ce qu'il faut considérer, par exemple, c'est la sécurité des gens, l'espace nécessaire, la proximité à certains services ou la proximité aux personnes, aux bénéficiaires, la circulation piétonnière, par exemple, ou la circulation qui est trop peut-être fréquente ou trop rapide, proche des aménagements. Alors, il faut regarder ça. Les permis nécessaires, possiblement. Les fournisseurs, sous-traitants ou partenaires. Okay? Est-ce que certains partenaires ont des conditions d'achat ou des conditions de paiement spécifiques? Est-ce qu'on a accès à des dons de nos fournisseurs ou à du crédit commercial? Okay? L'équipement nécessaire, la capacité de service qu'on aura à différentes phases de la vie de l'organisation, le contrôle de la qualité, les mesures des résultats, comment on va mesurer nos résultats. Il faut penser à l'innovation continue. Qu'est-ce qu'on va faire pour assurer qu'on améliore nos services de façon continue? Puis, est-ce qu'on aura des outils administratifs? Est-ce qu'on a besoin? Puis, quoi les outils administratifs qu'on va utiliser? Puis, les assurances. Puis aussi l'évaluation de notre empreinte environnementale dans l'établissement de nos opérations. Au niveau des personnes, un peu comme on l'a fait dans la gestion des personnes, vous allez faire votre politique de gestion des personnes, des descriptions de tâches que vous avez déjà ou que vous voulez mettre de l'avant rapidement, les conditions de travail, votre philosophie de gestion, parce que si par exemple vous êtes en gestion démocratique ou alors par exemple c'est peut-être quelque chose que vous voulez mentionner. La disponibilité et l'accessibilité de la main-d'œuvre. Alors, est-ce qu'il y a une expertise aussi nécessaire que vous recherchez? Et le plan d'embauche et de recrutement des bénévoles, la formation qui sera nécessaire, un organigramme et les besoins futurs en ressources et en capital humain. Au niveau financier, vous aurez besoin de regarder le coût et le financement du projet, les états financiers prévisionnels, alors les budgets sur 2 ou 3 ans. Vous voulez une version optimiste, réaliste et pessimiste pour vraiment affirmer que vous avez regardé tous les scénarios possibles. Vous aurez besoin d'un bilan, ça veut dire des actifs et des passifs, alors ce que vous possédez, puis soit l'endettement ou les capitaux propres pour financer les actifs. Puis, vous avez besoin du budget de caisse
Et si vous avez déjà eu des opérations, vous aurez besoin des états des résultats des années précédentes. En termes d'analyse, on vous suggère d'inclure le seuil de rentabilité, comme on l'a fait pendant le cours de comptabilité, c'est de regarder à quel point vous allez ne pas faire d'argent et ne pas perdre d'argent. Okay? À quel point vous allez commencer à être rentable. Okay? Alors, vous allez avoir un budget équilibré. Ici, c'est un exemple, par exemple, de actifs et frais de démarrage. OK? Alors, ça, c'est pour séparer vos frais de démarrage de vos frais de démarrage et les actifs de démarrage. Alors, dans le fond, parce qu'il faut les séparer des frais d'exploitation. Je trouvais que cet exemple-là était très bon, très clair à suivre. Alors, c'est rare qu'on a des belles choses comme ça en français. Alors, je trouvais que c'est intéressant. Alors, vous pouvez mettre dans le fond ce que vous avez en main en termes de liquidité et d'inventaire, en termes d'actifs et en termes d'investissement plus long terme. Alors, les immobilisations, puis ce que vous devez acquérir, puis les frais de démarrage. Alors, c'est pas des actifs, c'est plutôt des dépenses. OK? Alors, pour avoir ce qui est du démarrage sur une page. Puis ensuite, mais là, c'est financer le démarrage. OK? Alors, avec quoi vous allez financer ces coûts de démarrage que vous venez d'identifier, que ce soit des actifs ou que ce soit des dépenses. OK? Alors, c'est d'aller créer un montage financier avec les dépenses que vous venez d'identifier, puis les investissements que vous venez d'identifier. Alors, vous allez regarder si vous avez des subventions, des capitaux propres, une marge de crédit, OK, alors, ou des comptes fournisseurs, par exemple. Pour le budget, OK, alors ça, on en a parlé en classe, c'est en prévision du futur, c'est en 1, en 2, en 3. OK, alors, ce n'est pas une certitude, c'est ce que vous prévoyez avec un certain réalisme. Et ensuite, votre budget de caisse, ça veut dire vous planifiez les encaissements, les rentrées d'argent pour chaque mois et les sorties d'argent pour chaque mois, le plus précisément possible, pour regarder s'il y a des mois que vous avez plus d'argent que vous pouvez sauvegarder pour les mois que vous aurez moins de liquidité et planifier pour les mois que vous aurez moins de liquidité. Alors, dans votre conclusion, vous allez valider dans le fond vos points forts, qu'est-ce qui vous rend unique comme organisation dans l'atteinte de votre mission. Vous allez aussi démontrer la pertinence de vos activités. OK? Pourquoi vos activités que vous avez choisies vont mener à l'atteinte de votre objectif. Puis, vous allez réitérer vos requêtes de financement, appui, donc, tout dépendant de c'est quoi votre requête pour ce plan d'affaires. Dans les annexes, si vous avez eu des années d'opérations avant, vous allez mettre vos états financiers, des CV. Si vous avez été dans la presse, vous pouvez mettre des dossiers de presse. Alors, un plan de contingence, par exemple. OK? Vous pouvez mettre les documents d'incorporation de la coopérative. OK? Alors, quelques questions pour vous avant la prochaine section. À quoi sert un plan d'affaires? Et qu'est-ce qui fait un bon plan d'affaires? Et quelles sont les composantes d'un plan d'affaires? Et qu'est-ce qu'un sommaire exécutif? Alors, la prochaine section, le plan d'affaires, mais point d'interrogation. Est-ce qu'on devrait faire un plan d'affaires? Ça, c'est une question qui revient toujours. Une organisation, une petite organisation, c'est souvent vu comme une courte pointe, un quilt en anglais. Je vous ai mis la photo ici. C'est comme une courte pointe parce que c'est beau, mais c'est pas nécessairement tout droit et tout parfait ou géométrique. C'est unique, puis c'est construit une étape à la fois. Okay? Alors, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, étant donné que c'est une étape à la fois, un bout à la fois, c'est très souvent n'utilisent pas un plan d'affaires. Alors, souvent, cet outil-là est questionné par les praticiens, certains entrepreneurs,
Puis, c'est questionné par certains chercheurs parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne l'utilisent pas. Surtout les entrepreneurs qui n'ont pas eu besoin de financement au début de leur organisation. Alors, ça m'amène à me parler d'entreprendre en mode effectuation. C'est vraiment en mode courte pointe. L'effectuation, c'est un concept qui a été mis de l'avant par Sarasvati. Puis, dans le fond, c'est un concept qui vraiment met de l'avant l'approche courte pointe, qu'on y va de l'avant avec les ressources qu'on a, un petit bout à la fois, puis on avance, OK? Alors, dans le fond, les concepts de base de l'effectuation, c'est un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Ça veut dire que tu travailles à partir des ressources existantes ou tu assembles des ressources qui sont existantes. Alors, souvent, ces gens-là, ils n'ont pas besoin d'un plan d'affaires parce qu'ils ne vont pas nécessairement aller chercher des gros fonds, ils ne vont pas faire un gros plan d'affaires pour aller chercher du financement. Souvent, ceux qui vont faire un plan d'affaires, c'est parce qu'ils ont besoin des gros prêts, des gros investissements de fondation, des gros fonds de fondation. OK? Perte acceptable, c'est un autre fondement, c'est que dans cette approche-là, on limite les risques à chaque étape du processus. Alors, vu qu'on approche à petits pas, à chaque étape, on prend une décision pour avancer, on limite les pertes. OK? Alors, dans le fond, on y va, mais on ne va jamais trop loin à la fois, puis on limite les pertes à chaque étape du processus. On fait de la limonade, OK? Ça veut dire qu'on essaie d'accueillir favorablement toutes les surprises. Moi, je trouve ça un petit peu une approche d'enquête appréciative. Ça veut dire que dans cette approche-là, quand il y a quelque chose de négatif qui arrive, tu essaies d'en tirer parti de façon positive, même si ça peut transformer l'idée de départ. Dans un contexte d'organisation sociale, ces éléments-là, idéalement, si ça ne change pas la mission sociale, si tu peux transformer les moyens avec lesquels tu atteins ta mission, tant mieux, sans nécessairement changer la mission. OK? Et alors, c'est un patchwork fou. Alors, on crée des partenariats et on travaille toujours en co-construction. OK? Alors, on essaie d'assembler des choses en co-construction avec des partenaires. Alors, ça m'amène maintenant à l'école de pensée de la stratégie émergente de Mintzberg. On a parlé quelques fois de Mintzberg dans ce cours et on a eu peut-être que certains ont eu des critiques et certains ont apprécié. Dans le fond, c'est une des approches qui est descriptive de ce qui se passe dans les organisations, combien de temps d'établir une stratégie. Descriptive, ça veut dire qu'on n'essaie pas de donner des solutions nécessairement aux gestionnaires. On n'essaie pas de prescrire qu'est-ce que les gestionnaires devraient faire, mais on décrit dans le fond qu'est-ce qu'on pense qui se passe dans les organisations pour que les personnes puissent d'eux-mêmes apprendre des situations qui se passent en organisation. Un peu comme vous le faites dans l'analyse de cas, ça veut dire que vous regardez la description de ce qui se passe, puis on apprend, on en tire des apprentissages. Alors, son école de pensée, c'est une école descriptive. Alors, on en a parlé au cours pendant nos 3 semaines, c'est que, selon Mintzberg, la gestion entrepreneuriale, c'est une pratique, hein, c'est pas une science, mais ça prend un apport de la science parce que justement, ça utilise des données, prendre des décisions, ça utilise des outils, mais il y a un apport de l'artisan parce qu'il faut apprendre son métier. Le plus qu'on pratique, le plus qu'on devient bon, le plus qu'on apprend par expérience. Puis vous l'avez vécu pendant les 3 semaines, j'en suis certaine. Puis il y a un apport des arts dans la mesure qu'on utilise l'imagination, la créativité pour trouver des solutions. OK? Alors ça, c'est le modèle de gestion entrepreneuriale. Et le processus de stratégie émergente, dans le fond, ça indique qu'on
l'organisation a une stratégie intentionnelle, ça veut dire on a une mission, puis on a une pensée plutôt rationnelle ou délibérée par rapport à ce que cette mission-là devrait être. Mais, étant donné que vous avez vu, dans l'environnement, il y a plein de choses qu'on ne contrôle pas. Il y a beaucoup d'éléments qu'on ne contrôle pas, mais il y a plein d'éléments qui arrivent qui fait que notre stratégie va changer en cours de route. Les stratégies émergentes, c'est des choix que l'on fait en tant qu'organisation qui n'étaient pas délibérés à la base, puis qu'on choisit comme opportunité. Les organisations communautaires et les organisations sociales, souvent, ils utilisent des stratégies émergentes parce qu'ils sont très proches du terrain, puis ils doivent s'adapter à la communauté, aux besoins qui se transforment. Alors, les stratégies émergentes viennent transformer, dans le fond, la stratégie qui est enfin réalisée. Alors, la stratégie qui était intentionnelle au départ, ce qu'on voulait faire, n'est pas nécessairement ce qui arrive en réalité. Et ça ne veut pas dire que c'est un échec, ça veut dire que c'est un succès. Enfin, souvent, ça peut être un succès parce qu'on a su adapter notre stratégie délibérée à la situation, au contexte dans lequel on est. Hein? L'organisation, elle est dans un contexte. Puis là, à ce moment-là, notre stratégie réalisée devient transformée. Alors, cette habileté-là de choisir les bonnes stratégies émergentes, ça, c'est vraiment ce qui fait le succès des organisations. Puis, avoir une stratégie intentionnelle, ça aide, même si on sait qu'elle va être transformée, parce qu'au moins, on a une direction dans laquelle on sait qu'on s'en va. Alors, ça, c'est les petits éléments à se rappeler. La stratégie intentionnelle, dans le fond, c'est ce que vous voulez faire, OK, ce qui aurait été la stratégie voulue. La stratégie délibérée, c'est les parties de la stratégie intentionnelle qui vont survivre au contact avec la réalité, OK, qui vont continuer à vivre dans la stratégie délibérée. Puis, il y a la stratégie non réalisée, mais c'est les parties de la stratégie voulue qui ne vont pas survivre à la réalité. Des choses qui vont changer, puis qui vont pas, et on va les éliminer de notre stratégie. Les stratégies émergentes, c'est au fil du temps des nouvelles idées qui entrent en jeu. OK? Alors, qui semblent sensées, qui s'inscrivent dans ce que vous voulez faire et vous les intégrez. Puis la stratégie réalisée, mais c'est une fois que le temps s'écoule, c'est ce qui reste, OK? Et c'est seulement avec du recul que vous pouvez voir la stratégie réalisée. OK? Alors, ça vaut la peine de quelquefois prendre du recul sur ce que vous avez fait, puis d'écrire ce que vous voulez faire. Parce que si vous ne l'écrivez pas, même vous ne savez pas vraiment ce qui est intentionnel puis ce qui est émergent, puis vous ne pouvez pas nécessairement apprendre. C'est pour ça que ça, c'est un modèle d'apprentissage, parce que si on apprend, ben, c'est plus facile de faire encore mieux la prochaine fois. Alors, le plan d'affaires, après ça, est-ce qu'on devrait en faire un ou est-ce qu'on ne devrait pas en faire un? Alors, les mauvais points, mais c'est un processus très long, très, très long. Mais très souvent, dans une organisation, on va avoir besoin de ces plans-là. On va avoir besoin d'un plan marketing. On va avoir besoin d'un plan financier. On va avoir besoin d'un plan des opérations. Alors, ce n'est pas des éléments que vous n'aurez pas besoin. Alors, ce n'est pas une perte de temps en soi. Le former en forme de document, peut-être si vous n'en avez pas besoin pour une fin exacte, pour une fin identifiée. Puis, c'est parfois inflexible, OK? Parce que si vous le faites pour justement une fin identifiée, par exemple, la banque ou un partenaire qui vous l'a demandé dans une forme exacte, bien, peut-être cette forme-là est inflexible. Puis, c'est un processus d'un autre côté, mais c'est un processus normatif. Ça veut dire que la plupart des bailleurs de fonds vont s'attendre à ce que vous ayez un plan d'affaires. C'est une attente. Alors, quand vous ne l'avez pas, des fois, ça peut jouer contre vous. Alors, avoir au moins un plan d'affaires qui est flexible, puis qui n'est pas très grand, mais que vous pouvez aller pêcher dans vos informations que vous avez, ça peut vous aider. Alors, qui est flexible, que vous pouvez aller chercher des sections dans vos documents, puis aller les rentrer, ça peut vous aider. Alors, parce que ça peut être une exigence. Alors, ça peut être adaptable, OK? Puis, c'est un processus d'apprentissage. Alors, comme je vous dis, les sections, vous allez en avoir besoin pour votre organisation dans tous les cas. Alors,
peut-être que c'est plus le processus qui est important que le document en soi. Puis, ça vous permet quand même d'établir votre stratégie délibérée pour générer une direction pour votre organisation. Alors, qu'est-ce que le démarrage d'entreprise en mode effectuation? Pourquoi, selon cette perspective, la gestion et la stratégie sont des pratiques et non des sciences? Et que veut dire une stratégie émergente? Selon vous, est-ce que le modèle d'affaires est un bon outil?